Le top de 19 heures, l'heure des infos du soir sur Radio Sénégal. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, la baisse du prix de l'électricité annoncée par le chef de l'État sera effective à compter du premier bimestre 2017. Ibrahima Amadou Sarr confirme. Le président de la commission de régulation du secteur de l'énergie était face à la presse ce matin. À Thiès, le nom des cheminots au projet de train express régional. Ils jugent inopportun ce projet pendant que leur entreprise agonise. Et puis la communauté des droits de l'homme en deuil. Aboubakry Mbodj n'est plus. Le secrétaire général de la RADDHO a rendu l'âme en France des suites d'une maladie. À suivre les sports avec Benoît Badiane, notre invité, le directeur de la commission de régulation du secteur de l'énergie, et la revue de presse signée à Rono Diouf. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Ibrahima Sadi. Alexis Mathiendiaye à la technique. D'abord l'affaire du saccage de la maison du Parti socialiste. Bamba Fall, le maire de Médina, et 8 autres militants socialistes, proches, nous dit-on, de Khalifa Sall, sont depuis ce matin dans la cave du tribunal de Dakar, dans l'attente de leur face-à-face avec le procureur. Ils risquent d'être poursuivis pour tentative d'assassinat, destruction de biens appartenant à autrui et injures publiques. Promesse tenue, la baisse de 10% du prix de l'électricité annoncée par le chef de l'État sera effective à compter du premier bimestre 2017. Le président de la commission de régulation du secteur de l'électricité confirme cette baisse qui représente un gain de 30 milliards en faveur des consommateurs. Le président de la commission considère aussi cette décision du président Macky Sall comme une mesure sociale. Ibrahima Amadou Sarr a fait face à la presse ce matin. Nous l'écoutons au micro de Code de Diagne. La commission de régulation est une autorité indépendante. Deuxièmement, elle a la responsabilité de déterminer la composition et la structure des tarifs. Troisièmement, ces décisions ont le caractère d'actes administratifs et ne sont susceptibles que de recours juridictionnel en annulation. Sur cette base, lorsque le président de la République nous demande de baisser les tarifs de 10% avec Senelec, c'est un exercice que nous faisons habituellement parce que contrairement à une opinion assez répandue, Senelec ne fixe pas librement ses tarifs. C'est la commission qui détermine un revenu maximum autorisé et Senelec fait conséquemment une grille tarifaire qui permet de respecter ce revenu maximum autorisé. Dans les conditions tarifaires actuellement en vigueur, normalement, les tarifs devraient baisser de moins 2%. Mais dans la pratique et dans la réglementation, lorsque le RMA doit induire une baisse qui ne dépasse pas moins 5%, on ne l'applique pas. Donc, avec les conditions actuelles en vigueur, normalement, les tarifs devraient baisser uniquement de moins 2% et cette baisse-là n'est pas applicable dans le cadre de la réglementation de ce que nous faisons. Maintenant, la décision du président de la République est extérieure à ce que nous faisons habituellement avec Senelec. Nous la comprenons comme une mesure sociale qui a été décidée par le président de la République pour soulager les ménages et améliorer la compétitivité des entreprises. Ce que nous allons faire, c'est de reprendre le RMA de Senelec et d'y déduire les 10%, à savoir 30 milliards, qu'on va répercuter sur une grille tarifaire que Senelec va nous soumettre pour la mise en œuvre de la décision de M. le Président de la République. Il y aura forcément un manque à gagner pour Senelec, et Senelec et le gouvernement, mais également le gouvernement pourrait être amené à apporter son soutien ou son appui à Senelec par rapport à ces 30 milliards qu'on va enlever de son revenu maximum autorisé. Voilà Ibrahima Amadou Sarr, le président de la commission de régulation du secteur de l'électricité. Il sera d'ailleurs notre invité en fin d'édition. Le chef de l'État a annoncé hier en Conseil des ministres un nouveau cycle de Conseil des ministres délocalisé consacré à la revue générale de ses réalisations. Une initiative saluée par Momar Seyni Ndiaye, ce journaliste et analyste politique, propose toutefois une structure externe au gouvernement pour évaluer ses réalisations. Il est joint au téléphone par Aaron Diouf. Sur le principe, il est normal que tout gouvernement qui mène des actions pendant 4 ans prenne un peu de temps pour essayer d'évaluer ce qui a été fait et mesurer l'impact des réalisations qui ont été faites. Cette démarche relève du management gouvernemental et cela me paraît aller dans le bon sens. Maintenant, le problème est de savoir quels sont les instruments de cette évaluation. Sur quoi on va se fonder pour évaluer? Est-ce que ce sont simplement des déclarations ou bien une citation très complète de toutes les réalisations? Ou alors on va analyser en profondeur le niveau de réalisation par rapport aux objectifs qui étaient fixés et l'impact des réalisations. Je pense que si on veut le faire, il faut le faire sérieusement et de manière très scientifique pour voir effectivement ce qui a
a été fait. Donc là, vous redoutez une démarche politicienne? Je redoute effectivement une démarche politicienne, une sorte de propagande politique, si vraiment elle n'obéit pas aux critères d'ordre scientifique. Je dis. Maintenant, si ça obéit effectivement à des critères scientifiques liés au management, aux objectifs, aux réalisations, aux moyens qui ont été déployés, d'une manière générale à l'efficience, ça ne peut pas être une démarche scientifique. Dans des formes d'évaluation de cette nature, il faut absolument une structure externe au gouvernement qui, de manière objective, va aider le gouvernement à évaluer. Mais si c'est les ministres eux-mêmes qui s'auto-évaluent, évidemment, ils ne pourront pas dégager des perspectives négatives. Le journaliste Momar Seyni Ndiaye, 19h05, vous suivez les informations sur Radio Sénégal. Les cheminots de Thiès jugent inopportune la mise en place du train express régional pendant que leur entreprise est à genoux. Le syndicat unique des travailleurs du rail appelle les autorités à s'occuper de l'existant plutôt que de mettre l'accent sur un train express régional. Ils disent être toujours confrontés au retard de salaire malgré l'arrivée il y a 1 an de la société Dakar Bamako Ferroviaire. Aminata Dieye. Après la création de Bamako Dakar Ferroviaire il y a 1 an, les cheminots restent sur leur faim. Ils sont toujours confrontés au retard de paiement des salaires et au manque de matériel. Ils dénoncent également les lenteurs administratives pour la réintégration des travailleurs licenciés l'année dernière. Moumaï Tounkara, secrétaire général du Sutrail. Nous sommes soumis à une gestion, à un comité de gestion d'une phase de transition. Et on n'est même pas impliqué dans ce cadre en tant que partenaires sociaux. On ne sait rien de ce qui se passe dans ce comité. Les décisions se prennent derrière nous. On nous dit que vous n'êtes que des travailleurs, contentez-vous d'être des travailleurs et d'exécuter les ordres. Au moment où nous avons lutté pour que l'État puisse prendre cette entreprise pour la relancer, pour qu'au moins nos collègues qui nous ont accompagnés dans cette lutte et qui ont été licenciés puissent être reprises. Et voilà 1 an qui sont dehors. Pourquoi? Parce que c'est le retard de reversement des montants qu'on devait quand même donner pour la transition qui a provoqué qu'aujourd'hui on est à 2 machines. Pour ceux qui disent on est à 3. Et ce n'est pas des machines fiables, c'est des machines fonctionnelles qui peuvent tomber à tout moment. Les travailleurs de Bamako Dakar Ferroviaire jugent inopportune la venue du TER, train express régional. Ils s'estiment prioritaires par rapport au TER privilégié par l'État du Sénégal. Moumaï Tounkara. Nous n'accepterons pas ça. Nous ne disons pas le contraire, parce qu'il faut reconnaître que le président de la République a une vision pour vouloir refaire un chemin de fer nouveau. Mais parallèlement, il n'a qu'à gérer au moins l'existant, pour qu'on puisse, en fin de compte, utiliser même le matériel obsolète du train de banlieue demain dans les projets de transport dans les autres villes, comme Dakar, Kaolack et autres. Pour mieux se faire entendre, le syndicat unique des travailleurs du rail décide de mettre en exécution son plan d'action. Il devra déboucher sur une marche et une tournée nationale d'information. Aminata Dieye, Thiès, RTS. 2400 tonnes de sucre en fumée, c'est l'estimation du préjudice causé par le saccage de plantations de canne à sucre appartenant à la compagnie sucrière sénégalaise. La CES dénonce des actes de sabotage perpétrés depuis plusieurs semaines par des individus non encore identifiés. Le maire de Richard Toll appelle à la rescousse le khalife de Louboudou. C'est une correspondance signée Mbaye Diop. Depuis la mi-octobre, des parcelles de canne à sucre de la compagnie sucrière sont brûlées par des inconnus. Elles sont situées près du village de Bardial dans la commune de Mbar. Le maire d'Embel Sow est très inquiet. Les pyromanes sévissent tous les jours, mais nous ne parvenons pas à arrêter personne. Pourtant, Nimran fait de son mieux pour apporter du confort aux populations riveraines. Le maire a fait appel au khalife de Louboudou, Cheikh Amadou Bamba Ndiaye, a dépêché une délégation conduite par son porte-parole pour sensibiliser les talibés. Le khalife somme les auteurs de ces faits d'arrêter. Nimran n'a de contentieux avec aucun chef religieux. Donc, que les gens cessent d'agir ainsi. La religion n'encourage pas de tels comportements. Et puis, toutes les sensibilités religieuses travaillent dans les plantations. Selon le directeur des ressources humaines, ce sont 140 hectares de plantations qui sont saccagées, soit près de 2400 tonnes de sucre. La CSS a porté plainte contre X, mais informe Ousmane Ndiaye, l'entreprise continue d'approvisionner en eau les populations et leurs septelles. Richard Tolmbaïdio pour la RTS. Tout à fait autre chose maintenant, mettre en place un plan stratégique pour une gestion concertée des ressources partagées comme les petits pélagiques. C'est l'objectif d'un atelier qui réunit à Dakar les acteurs
de la pêche du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie, des deux Guinées et du Cap-Vert. L'initiative est du comité régional des petits pélagiques. Jamila Esther Sandrine Colli. Grâce à son prix accessible à toutes les bourses, les petits pélagiques ont un rôle décisif dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Fort de ce constat, le comité consultatif régional pour la promotion de l'exploitation durable et la gestion coopérative des petits pélagiques dans la zone de la commission sous-régionale des pêches œuvre pour une pêche concertée. Son président, Mohamed Maïf. Ces espèces sont des espèces transfrontalières qui dépassent dans leur cycle de vie, leur séjour dépasse un État vers d'autres États. Il s'agit d'une concertation autour des espèces qui ne séjournent pas exclusivement d'un pays et pour lesquelles l'appui des autres pays sont demandés. Pour cette troisième réunion, le comité va se pencher sur l'état des lieux de la mise en œuvre des règles établies lors des dernières rencontres dans les pays qui partagent la ressource. Mohamed Maïf. On a besoin d'harmoniser les législations, les conditions d'accès, les tailles de capture. Pourquoi on capture ici une espèce à 16 cm, dans un autre pays à 12 ou à 14? Donc il va falloir harmoniser tout ça dans un cadre législatif. Des règles que le Sénégal est en train de mettre en œuvre à travers sa commission des pêches. Le ministre de la Pêche, Oumar Gueye. Suivre l'état des stocks des espèces des petits pélagiques, promouvoir une gestion participative, mettre en place des mesures d'autorégulation, renforcer les capacités des pêcheurs sur la gestion de ces espèces, collaborer avec les pays voisins avec lesquels ces espèces sont partagées. Cette rencontre de 2 jours sera le lieu de mettre l'accent sur l'harmonisation des politiques à mettre en œuvre dans les différents pays pour la protection des petits pélagiques. Il y a même en perspective la mise en place d'un code pour la pêche de ces ressources. Jamila Esther Sandrine Colli. Ce drame survenu à quelques kilomètres de Touba, c'était ce matin. 3 ouvriers qui travaillaient dans une carrière à Missira ont été victimes d'un éboulement. Les 2 sont morts sur le coup puisqu'ils se sont retrouvés ensevelis au fond de la carrière. La 3e personne s'en est sortie avec des blessures graves. Les sapeurs-pompiers ont réussi à extraire les 2 corps. La rencontre africaine de défense des droits de l'homme a perdu son secrétaire général. Aboubakry Mbodj est décédé aujourd'hui à Paris où il avait été évacué depuis plusieurs jours pour cause de maladie. Aboubakry Mbodj a remplacé Alioune Tine à la tête de la rencontre africaine de défense des droits de l'homme en juin 2013. Il avait un mandat de 4 ans et était membre fondateur de la RADDHO. Le témoignage de Frédéric Philippe Diouf, membre du secrétariat général de la RADDHO, au téléphone de François-Xavier Thiaw. Aboubakry Mbodj était un homme très engagé, d'une grande conviction, qui s'est toujours battu jusqu'à la fin de sa vie pour les valeurs de justice sociale, le respect de la dignité humaine. Ce n'est pas exagéré de dire qu'il a sacrifié quelque part sa vie pour la défense de la dignité humaine et du respect des droits humains. Et ça, il ne l'a pas fait seulement au Sénégal, il l'a fait un peu partout ici en Afrique, où il intervient non seulement pour les questions de droits humains concernant le Sénégal, mais aussi les autres pays. Je crois que ces interventions au niveau régional, notamment à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, sont bien appréciées. Il a succédé à Alioune Tine à la tête de la RADDHO en 2013. C'était peut-être pas facile de remplacer quelqu'un comme Alioune Tine avec une envergure internationale. Quelle est l'œuvre justement qu'il a déjà accomplie à la tête de la RADDHO? Je crois que lorsque Alioune Tine est parti, beaucoup de questions se sont posées. Je crois qu'aujourd'hui, vu son œuvre, il n'y a pas de doute qu'il a pu assurer la relève. Il ne saurait en être autrement d'ailleurs parce que Aboubakry Mbodj fait partie des membres fondateurs de la RADDHO. Aboubakry Mbodj a une grande culture non seulement des organisations, parce qu'avant la RADDHO, je me rappelle quand il était étudiant, il a milité aussi dans des mouvements estudiantins, dans des partis de gauche. Et donc, il avait une culture de l'organisation, il avait une culture des droits humains. Et c'est ça, justement, qui lui a permis de pouvoir, à partir de ses actions, d'abord redonner un autre souffle à la RADDHO et aussi, surtout, refonder un certain nombre de principes. Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire.
Les sports avec Benoît Badiane. Bonsoir Benoît. Bonsoir Ibrahima Sadi. On commence par la CAN. Tout à fait. Les préparatifs de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition majeure sur le continent. Les Lions du Sénégal ont quitté Dakar cet après-midi pour Brazzaville, leur camp de préparation à la CAN Gabon 2017 de football et protégé. D'Alun Cissé vont poursuivre la mise en jambe avec 2 matchs amicaux, le 8 contre la Libye et le 11 janvier contre les Diables Rouges du Congo Brazzaville. Sadio Mané lui est à Abuja. Au Nigeria pour le Gala CAF Awards, l'avancante sénégalais de Liverpool est en course pour le Ballon d'Or africain 2016 de la CAF en compagnie de Riyad Mahrez et de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier vise un deuxième sacre continental à la CAN. Justement, Sadio Mané, une des pièces maîtresses de l'équipe du Sénégal, compte tout donner pour honorer le peuple sénégalais. Nous l'écoutons. Moi, je dirais personnellement que je ne connais pas la pression. Donc, ça sera plutôt une pression motivante pour moi. Donc, le jour J, on sera prêt, on va être au rendez-vous et j'espère que tout le peuple sénégalais sera fier de nous. Qu'est-ce que vous avez dit le président? Il a mis du temps avec vous. De se donner à fond pour le pays et faire plaisir le peuple sénégalais. Serein d'être concentré dès le début. Et, parce que je dirais plutôt qu'aussi ces derniers cas ne nous a pas souri. Et cette fois-ci, je pense que ça sera la bonne. On va essayer de bien préparer et quoi pas gagner. Je l'espère et Inch'Allah, ça va. On est bien préparé mentalement, physiquement et maintenant on attend juste le sujet. Moi, je dirais qu'on a une belle équipe. On a une équipe qu'il faut. On a des joueurs de qualité. Donc après tout, c'est l'état d'esprit. Et je pense qu'on l'a. Donc maintenant, on attend juste le sujet. Voilà, c'était Sadio Mané. Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples en Série A italienne, n'est pas 100% opérationnel. Il compte toutefois travailler d'ici le début du tournoi pour être au meilleur de sa forme. Nous l'écoutons. Moi, j'ai peur de personne. On joue contre le Real Madrid, contre n'importe qui. Voilà. On va tout faire pour gagner ce match aujourd'hui. Je préfère parler du Sénégal. Soit 90%, il manque encore ces 10%-là. Il faut que je forme pour la CAN, mais je le serai. Ça fait plaisir. Les mots justes nous a bien rechargé. On sait ce qu'on doit faire maintenant. On doit écrire l'histoire du Sénégal. Après, voilà, le plus important, c'est passer cette phase de groupe. Inch'Allah, on va essayer de le faire. Après, le reste, le bon Dieu nous aidera. J'espère qu'on ira jusqu'au bout et c'est le plus important. Voilà, c'était Kalidou Koulibaly donc, qui revient d'une blessure du genou. Après Brazzaville, Kalidou Koulibaly et compagnie feront cap sur Franceville au Gabon. Leur première sortie dans le groupe B est prévue le 15 janvier à 19h face à la Tunisie. Le sélectionneur du Gabon, Ibrahima Sadi, pays organisateur de la CAN 2017, menace de démissionner à 9 jours de la compétition. José Antonio Camacho compte jeter l'éponge si ses exigences ne sont pas prises en compte. Il exige de travailler avec la totalité de son staff jugé plus étoffé que prévu par la Fédération gabonaise de football. Le technicien espagnol aurait même boudé une conférence de presse avant de menacer de quitter le pays. La FEGAFOOT et Camacho devraient éclaircir ces différends dans les prochaines heures. Et puis la CAF qui dément l'existence de poursuites contre son président Issa Hayatou par la justice égyptienne. Dans un communiqué publié sur son site officiel, l'instance continentale indique que la lettre de l'autorité égyptienne de concurrence il n'est point mention de poursuite quelconque contre son président, que ce soit pour des faits de corruption ou autres affaires donc à suivre. Et puis en basketball, un sport une discipline que vous aimez très bien, Ibrahima Sadi, le 6e tour du National 1 se poursuit demain vendredi à suivre à Marius-Ndiaye. 2 rencontres à 18h à ASC Ville de Dakar du coach Tafa Gueye, Don Bosco de Thiès chez les dames, et à 19h30 Rai qui reçoit Mermoz chez les garçons. La mythique salle de basket Serigne Marius-Ndiaye. Tout à fait. Merci, Benoît Badiane. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction, Ibrahima Amadou Sarr, c'est le président de la commission de régulation du secteur de l'électricité. Avec Kodou Diagne, il parle de la baisse de 10% du prix de l'électricité, une décision annoncée par le chef de l'État, une décision sociale selon justement le président Ibrahima Amadou Sarr. Entretien. Monsieur Ibrahima Sarr, président de la commission de régulation du secteur de l'électricité. La baisse du coût de l'électricité, pouvez-vous y répondre? Le président de la République a demandé à la commission de régulation de définir les modalités de cette baisse de 10%. C'est un exercice que nous faisons habituellement parce que contrairement à une opinion assez répandue, Senelec ne fixe pas librement ses tarifs. C'est la commission qui détermine un revenu maximum autorisé et Senelec fait conséquemment une grille tarifaire qui permet de respecter ce revenu maximum autorisé. Dans les conditions tarifaires actuellement en vigueur, normalement, les tarifs devraient baisser de moins 2%. Mais dans la pratique et dans la réglementation, lorsque le RMA doit induire une baisse qui ne dépasse pas moins 5%, on ne l'applique pas.
Donc avec les conditions actuelles en vigueur, normalement les tarifs devraient baisser uniquement de moins de 2% et cette baisse-là n'est pas applicable dans le cadre de la réglementation de ce que nous faisons. Maintenant, la décision du président de la République est extérieure à ce que nous faisons habituellement avec Senelec. Nous la comprenons comme une mesure sociale qui a été décidée par le président de la République pour soulager les ménages et améliorer la compétitivité des entreprises. Ce que nous allons faire, c'est de reprendre le RMA de Senelec et d'y déduire les 10%, à savoir 30 milliards, qu'on va répercuter sur une grille tarifaire que Senelec va nous soumettre. Forcément, un manque à gagner pour Senelec. Dans ces cas-là aussi, le gouvernement nous consulte pour avis pour déterminer les conditions dans lesquelles le gouvernement pourrait être amené à apporter son appui à Senelec par rapport à ces 30 milliards qu'on va enlever de son revenu maximum autorisé. D'où vient selon vous la nécessité de cette baisse? La nécessité de cette baisse, il faut voir qu'aujourd'hui, que pratiquement le déficit de production qu'on avait connu jusqu'ici a été largement résorbé, c'est réglé. La question des réseaux également, la distribution, c'est ça qui rend un peu la mise en œuvre de ce que nous avons tiré aujourd'hui sur la production très difficile. C'est pourquoi Senelec a consenti d'importants efforts sur les réseaux pour délivrer l'électricité dans des conditions acceptables. Ça veut dire que toutes ces actions mises en œuvre aujourd'hui doivent permettre à terme de consolider les acquis pour pouvoir baisser les tarifs de l'électricité. Le coût de l'électricité est beaucoup plus élevé dans le monde rural. Pouvez-vous nous expliquer les raisons? Le coût de l'électricité est beaucoup plus élevé dans le monde rural pour les raisons suivantes. Dans le monde rural, vous avez vu la disparité de l'habitat. Également, le niveau de développement d'un point de vue urbain, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde rural. Les concessionnaires qui vont là-bas exploitent dans des conditions très difficiles. La clientèle est réduite. Donc les économies d'échelle que nous avons dans le monde urbain, on ne peut pas l'avoir dans le monde rural. Le gouvernement, pour accélérer le processus et l'accès, avait pris un certain nombre de mesures en mettant sur les concessionnaires en milieu rural un certain nombre d'obligations de réaliser pour les clients en milieu rural les installations intérieures, que ce soit les câbles, les lampes, les contacts, ça pèse sur l'opérateur de mettre, ce qui n'est pas le cas pour Senelec. Parce que le réseau n'est pas arrivé dans le monde rural, les opérateurs sont obligés de mettre sur place des systèmes autonomes, que ce soit des systèmes photovoltaïques ou de mettre en place des groupes électrogènes et qui sont financés par du carburant. Tout ça, ça veut dire qu'en termes d'économie d'échelle, le coût est beaucoup plus important dans le monde rural que dans le milieu urbain. Sur cette base également, le président de la République a demandé à la Commission de procéder à l'harmonisation des tarifs pour que tous les citoyens sénégalais, quel que soit le lieu dans lequel ils se trouvent, puissent payer la même chose pour le même service. L'étude a été engagée, mais le gouvernement a accepté les principales recommandations formulées par la Commission, à savoir les frais d'accès en milieu rural, les réduire de 50%, pour les clients qui sont facturés au forfait, de leur faire une baisse de 25%, et pour les clients qui sont facturés au compteur, de prendre comme référence le prix du kilowattheure de Senelec. Monsieur Ibrahim Amadou Sarr, la Radio Sénégal vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la commission de régulation du secteur de l'électricité. Merci beaucoup. Radio Sénégal, la presse du jour. La presse du jour, la dernière note de cette édition, c'est avec Arouna Diouf. Bamba Fall et ses co-accusés à un pas de Rebeuss. Ça craint pour le Parti socialiste s'inquiète. La presse du jour, retour de parquet pour Bamba Fall et compagnie. Le procès de la scission titre ce matin Rewmi Quotidien, pour qui le Parti socialiste va crescendo vers le chaos, car après Barthélémy Diaz abandonné par Ousmane Tanor Dieng pour répondre d'une accusation de meurtre, c'est le maire de la Médina, en l'occurrence Bamba Fall, qui commence à subir les premiers effets de la suite judiciaire qu'Ousmane Tanor Dieng a réservé aux khalifistes. L'étude donc se resserre et les socialistes avertis de l'Observateur risque gros parce que déféré hier pour tentative d'assassinat, violence et voie de fait, destruction de biens appartenant à autrui, injures publiques et menaces de mort. Suite renseigne l'Observateur à un sort transmis du parquet. Bamba Fall et compagnie ont bénéficié d'un retour de parquet. Alors même si précise la presse, le mandat de dépôt n'est pas obligatoire. Ils encourent si le parquet vise les mêmes crimes que les enquêteurs. La perpétuité ainsi trop loin, pointe Vox Populi dans son billet du jour. Alham, pour qui hier seulement en parlant de la crise au Parti socialiste nous titrions, indique mon confrère qu'il s'agit d'un point de non-retour. Ainsi, on ne pouvait mieux dire estime Vox au vu de la situation, comment elle s'est exacerbée
durant la journée d'hier. Les choses donc qui se corsent assurent enquête pour le maire de la Médina. Mais ces développements de la crise au Parti socialiste, Walf Quotidien y voit la main du pouvoir, le régime de Macky Sall qui tente de décapiter l'état-major de Khalifa. Ce que confirme le biétiste de la Tribune, pour qui si la force d'un président de la République réside dans sa capacité de réduire à sa plus simple expression son opposition, on peut sans aucun doute affirmer que Macky Sall est fort, son pouvoir qui a réussi la prouesse de fragiliser ses adversaires. Ce régime, ajoute Birima du journal, qui n'a pas voulu rater cette occasion en exploitant à fond les dissensions internes au Parti socialiste comme il l'avait fait au sein, rappelle le journal, de l'Alliance des forces de progrès, devenue aujourd'hui quasi inexistante. Seulement, si on en est arrivé à ça, on ne voit pas comment on peut arriver à recoller les morceaux entre frères ennemis, souligne pour sa part Vox Populi. Mais mieux ou pire, la situation ne semble pas être mauvaise, indique l'analyste de Vox Populi. Pour Khalifa Sall, qui va bien devoir prendre ses responsabilités, espère mon confrère biétiste. Et puis, évaluation des programmes d'investissement, Macky Sall et son gouvernement retournent dans les régions. D'abord, cette question de mes confrères de l'Observateur: que recherche réellement Macky Sall dans le Sénégal des profondeurs? En tout cas, le président de la République, et c'est une certitude, a du goût pour l'intérieur du pays. Et seulement, ce n'est pas que ça, précise Le Soleil, qui informe que le gouvernement entamera ce nouveau cycle de conseil des ministres délocalisés consacré à la revue générale des réalisations. Le Quotidien national qui revient lui également sur les propos du chef de l'État, Macky Sall, remettant le drapeau national au lion. Je le cite: porter notre pays sur les cimes du sport africain. Voilà, la revue de presse d'Aaron Diouf met un terme à cette édition. Rappel des titres. La baisse du prix de l'électricité annoncée par le chef de l'État sera effective à compter du premier bimestre 2017. Ibrahima Amadou Sarr, confirme le président de la commission de régulation du secteur de l'électricité, était face à la presse ce matin. À Thiès, le nom des cheminots au projet du train express régional. Ils jugent inopportun ce projet pendant que leur entreprise agonise. Et puis la communauté des droits de l'homme en deuil. Aboubakry Mbodj n'est plus. Le secrétaire général de la RADDHO a rendu l'âme en France des suites d'une maladie. Mise en onde de cette édition, Alexis Mathiendiaï, assisté de Diek Diam Diouf, au centre de modulation Laba Soumaré, à la réalisation François Xavier Thiaw, Ouley Likan. Bonne suite des programmes sur Radio Sénégal. Merci.